1. Ondelat raconte. Aujourd'hui, je vais vous raconter un bout de la vie d'un personnage politique singulier dans le paysage français, Jean-Marie Le Pen. Je l'ai écrite avec Ségolène Hanoteau, la réalisation est signée Céline Lebras. La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, en Bretagne. Vous connaissez ? Vous devriez. Ça n'est pas un de ces villages cartes postales, comme il y en a tant dans le coin, un alignement de boutiques de souvenirs et des crêperies à perte de vue. C'est un village vivant, encore actif. Eh bien, c'est de là que viennent les Le Pen. Quand Jean-Marie Le Pen vient au monde, c'est un port de commerce et de pêche. Et si je commençais par vous présenter deux personnages qui ont beaucoup compté dans la construction du petit Le Pen. Son grand-père Pierre et sa grand-mère Marie. Vous n'allez pas le croire, le petit Jean-Marie ne les a jamais vus se parler. S'invectiver, oui, mais se parler, jamais. Le grand-père est patron pêcheur. Et la grand-mère, c'est elle qui compte les sous et qui les garde. Et vous savez où ? Dans son jupon. À chaque fois que son mari lui ramène 3 sous, elle les coud dans son jupon. Ça s'appelle être grippe-sous. Et si l'autre ne ramène rien, si les cales du bateau sont vides, eh bien ceinture, la grand-mère a des principes. Ceux qui gagnent pas, mangent pas. Mais enfin Marie, j'ai dit ceux qui gagnent pas, mangent pas. Et le grand-père est obligé de faire disette. Ah, c'est raide. Alors un jour, il se rebelle. Il lui vole toutes ses économies. Enfin, toutes leurs économies. 140 000 francs. À l'époque, il y a de quoi se payer 10 maisons. Il prend tout et il achète des actions qui se révéleront sans valeur. Et donc maintenant, ils vivent séparés. Pas divorcés, hein. Allez dire ça à monsieur le curé. Séparés. Dans 2 maisons distantes de quelques mètres. Et le petit Jean-Marie va donc les voir chacun leur tour. Un coup pépé, un coup mémé. Pour s'entendre dire... Alors te voilà. T'es allé chez la vieille garce? Ou alors, t'es passé chez le vieux sage avant de me voir? Il n'y a pas de pardon pour les traîtres chez les ancêtres de Jean-Marie Le Pen, qui descendent donc de Bretons à tête dure, genre en granit rose. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les parents du petit Jean-Marie. Le père, Jean, c'est le fils du précédent. Et comme son propre père, il est patron pêcheur. Mais attention, il a un moteur sur son bateau. Un bolinder. Ça crachote, ça pue, mais ça permet d'aller au large et de livrer plusieurs criées. Et donc de gagner plus d'argent. La mère s'appelle Anne-Marie. Elle vient de l'intérieur des terres, une ferme, à Kerdaniel, au Pays Doré. Quand elle était gamine, elle allait à l'école pieds nus. Vous savez pourquoi ? Pour ne pas user ses sabots. À part ça, elle est très pieuse, elle ne rate pas une messe, certains diraient une bigote, une bretonne de son époque, en vérité. Le petit Jean-Marie naît le 20 juin 1928. Vous noterez au passage qu'il sort à 5 kilos sur la balance. Sacré morceau. Et originalité dans cette Bretagne des années 20, où il y a facilement 10 gamins par famille, il est enfant unique. Les Le Pen habitent tout en haut du village, une maison basse de pêcheurs qui appartient au grand-père, mais qu'il partage avec 2 autres familles. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'eau courante. Tous les jours, il faut aller chercher l'eau au bas du village. Ils vivent dans une pièce, en vérité, dont le sol est en terre battue. Voilà pour le décor. Et en même temps, c'est le sort de la plupart des Bretons de l'époque. La Trinité-sur-Mer, à l'époque, est très loin de Paris, et très loin de la modernité. Le père de Jean-Marie Le Pen, Jean, est un homme dur, exigeant, dur au travail. Remarquez, il y a de quoi. Il a embarqué à 13 ans comme mousse sur l'un des derniers caporniers. Vous savez, ces 3 mâts de légende qui partaient loin, très loin, parfois plusieurs années. Il est passé par là, le père.
Alors ça forge un caractère. Du coup, le petit Jean-Marie a des jouets à Noël, là où certains de ses copains n'ont qu'une orange. Et le père, il a une philosophie bien à lui. Ne jamais dépendre de personne. Tu les vois, Jean-Marie? Les gardiens de phare, les ouvriers des chantiers navals, les facteurs, tous les fonctionnaires payés à rien foutre, des tirs au flanc. Tu sais comment je les appelle? Des bœufs, des faillots, des beans. Y a rien à en tirer. Mon métier, c'est un métier de chien, mais je ne dois rien à personne, à personne. Tu entends? Il entend. Il n'entend que ça. Il va retenir la leçon. Le petit Jean-Marie Le Pen s'inscrit parfaitement dans la lignée des Bretons à tête dure. Jean-Marie Le Pen est issu d'une lignée de marins-pêcheurs du côté de son père et de paysans du côté de sa mère. Il grandit à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Et je vous ai raconté les grands-parents Le Pen qui ne se parlaient pas et qui ont fini par vivre séparément à quelques mètres de distance. Et sa grand-mère maternelle, très bigote, comme sa mère. Le père du petit Jean-Marie est patron pêcheur lui aussi. Il est adepte de la philosophie selon laquelle il ne faut jamais rien devoir à personne. Le petit Jean-Marie, je vous l'ai dit, est un enfant unique. Ce qui veut dire que c'est sur lui et sur lui seul que portent tous les espoirs de ses parents. Une chose que vous devez savoir, le père est patron pêcheur, mais il n'est pas ignorant. Il y a une bibliothèque chez les Le Pen, avec peut-être 500 livres. Et donc, il n'a pas l'intention que son fils soit patron pêcheur comme lui. Il le verrait bien officier dans la marine marchande. Et en attendant, il file à l'école. Catholique, bien entendu. La Bretagne de l'époque n'est pas très républicaine. La communale des instituteurs, l'école du diable comme on dit, non merci. Sauf que quand il a 8 ans, en 1936, l'année du Front populaire, un petit copain lui glisse à la récré. Tu sais, Le Pen, la communale à côté, c'est vachement mieux qu'ici. D'ailleurs, moi je vais y aller. Tu me suis? Ah mais t'es dingue. Ma mère va me coller une rousse. On va pas à l'école du diable chez nous. Mais bon, quand le copain traverse la rue, le petit Jean-Marie le suit. Il quitte la confessionnelle pour la communale dans le dos de ses parents. Et sa mère finit par l'apprendre, elle qui prie matin, midi et soir, et elle ne l'entend pas de cette oreille. Mais qu'est-ce qu'on va dire au village, Jean-Marie? Moi vivante, tu n'iras pas à la communale. Sauf que le père a parfois du mal à résister au bon vouloir de son fils unique. Écoute, Anne-Marie, si le petit a voulu aller à l'école laïque, eh bien qu'il y reste. Le Pen en breton, ça veut dire chef. Et c'est donc le père qui l'emporte. Et Jean-Marie entre donc officiellement à l'école du diable. Et ça va beaucoup compter. Parce qu'il va tomber sur un maître, monsieur Pourchasse, qui est un ancien combattant de 14-18. Croix de guerre et œil de verre. Avec un goût prononcé pour les valeurs, la discipline et surtout la patrie. C'est à la communale que le jeune Le Pen apprend cette chanson qu'il n'oubliera jamais. Nous n'avons pas la taille d'homme, nous sommes encore des enfants. Mais par le cœur français, nous sommes premiers, derniers, petits et grands. Nous aimons la patrie, étant tous bons français. À toi, France chérie, la grandeur et la paix. Chez les Le Pen, on ne parle pas de politique. Mais pour ce qui est de la patrie, on ne rate aucune commémoration. Et c'est ainsi que le 25 juillet 1937, 3 générations de Le Pen, le grand-père, le père et Jean-Marie, prennent la route de Sainte-Anne-d'Auray, où se trouve le monument aux morts bretons de la guerre, celle de 14-18, la Grande Guerre. 240 000 Bretons sont tombés pour la France, 2 fois plus que partout ailleurs. Au passage, notez que c'est l'Église qui a construit ce monument aux morts, une coupole de 52 mètres de haut, 12 mètres de large, collée à un chemin de croix. Et ce jour-là, le cardinal est là, tous l'évêché et bien sûr les anciens combattants. Et ce qui impressionne le plus le petit Jean-Marie, ce sont les gueules cassées.
les blessés, les mutilés, des types dont la moitié de la tête a été emportée par un obus, des types avec la tronche déchirée par la guerre. Jean-Marie Le Pen a 9 ans et ça le marque, bien sûr, les gueules cassées. Et puis pour entretenir le mythe de la Grande Guerre, il a ce qu'il faut à la maison. Son père s'est battu à Smyrne, en Turquie. Et le grand-père Le Pen a fait Verdun. Et il raconte souvent son histoire. Ben moi, on est venu me chercher. On m'a dit, Pierre, tu pars. Alors j'ai pris mon pactage et je suis parti. Et puis en 17, j'étais à Verdun. Et là, mon capitaine me convoque et il me dit, qu'est-ce que vous faites là, Le Pen, avec votre âge et vos 5 enfants? Vous n'auriez pas dû être mobilisé? Alors moi, je lui ai répondu, ben mon capitaine, on m'a dit de venir. Ben je suis venu. Écoutez-moi bien, mon petit Jean. Il n'y a pas d'honneur plus haut que de servir Dieu et la patrie. La Seconde Guerre, en revanche, le jeune Jean-Marie Le Pen ne la voit pas vraiment venir. À la veille des hostilités, il a 11 ans et il passe le plus clair de son temps dans son refuge qu'il a aménagé dans le grenier. Et c'est là qu'il lit, comme tous les gamins de son âge, Mickey et l'Illustration. Et c'est aussi là qu'il conserve, comme des reliques, 8 gravures de Jeanne d'Arc, 8 images en couleur de la Pucelle d'Orléans. Le 2 septembre 1939, c'est la mobilisation. Et avec ses yeux de gamin de 11 ans, le petit Jean-Marie voit son père désarmer son bateau, la Persévérance, et partir pour l'Orient, dans la marine, avec le grade de quartier-maître-chef. À ce moment-là, chez les Le Pen, personne ne doute de la victoire. La France a la meilleure marine du monde. Le petit Jean-Marie est fasciné par les cuirassés, les croiseurs, les torpilleurs de la Royale. La France est un grand pays, elle va gagner. Alors, quand sonne la défaite, en juin 40, c'est comme un coup de massue. Jean-Marie et sa mère vont voir le père à Lorient. « Tu vois, mon fils, les Allemands sont tout près, mais on ne leur laissera pas la flotte. Alors on évacue dans le sud. Tu vois les colonnes de fumée, on a mis le feu au réservoir de fioul. » Et le père part pour le sud de la France sur son bateau, laissant son fils hébété devant la défaite. Et dans la voiture, au retour, il divague, il imagine les Boches qui lui apprennent l'allemand de force. Et c'est là, sur le chemin du retour de Lorient, qu'une femme leur dit, au bord de la route, « Rentrez chez vous, allez écouter le maréchal Pétain, il va parler à la TSF. » Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Jean-Marie Le Pen entend le maréchal à la TSF et il le trouve convaincant. Il ne garde aucun souvenir, en revanche, de l'appel le lendemain d'un certain Charles de Gaulle, qui pourtant appelle à la poursuite des combats. Dans sa tête de gamin de 11 ans, il a choisi le maréchal. De sa propre initiative, tout petit, il a choisi l'école communale plutôt que l'école catholique. En 1939, quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, le petit Jean-Marie a 11 ans. Et instinctivement, il approuve la décision du maréchal Pétain de cesser les combats. Il va désormais vivre l'occupation à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, le berceau de sa famille. Et à l'été 1940, le petit Le Pen voit les Allemands s'installer à la Trinité. Une division de chasseurs sous-marins qui prend ses quartiers dans l'orphelinat. Et les bateaux de guerre qui s'amarrent au bout du quai. Ils sont jeunes, ils ont bonne mine, et à la moindre alerte, ils font marrer toute la bande de copains. On les voit se jeter sur leurs canons, en caleçon, torse nu, avec leur casque sur la tête. Ah, regardez-moi ça! Les Boches, même pas le temps de s'habiller. Ils ont de l'allure quand même, les gars. T'as vu comment ils déplacent leurs canons? Les Allemands, officiellement, Le Pen les déteste. Mais en vérité, il les admire aussi. Alors que les Anglais, ils les détestent, point.
Et ça ne s'arrange pas quand en juillet 40, Churchill réquisitionne la flotte française réfugiée à Mers el-Kébir en Algérie, et qu'ils osent ouvrir le feu contre la Royale, et couler le cuirassé Bretagne en tuant 1200 Bretons. L'épisode va nourrir pour toujours la méfiance de Le Pen vis-à-vis des Anglais. Avantage de la démobilisation, le père Le Pen rentre à la maison, sans passer par la case Stalag. Et le jeune Jean-Marie file chez les Jésuites, à Vannes, en internat, dans le meilleur lycée de la région. Uniforme à boutons d'or, coupé à la française, cravate bleu marine. Et c'est là qu'apparaît le maître du verbe que vous connaissez. Car chez les Jésuites, on organise des joutes oratoires, tous les ans, devant tous les parents réunis. Et il y excelle. C'est aussi chez les Jésuites qu'il apprend 400 vers de poésie par trimestre, en français, plus 200 vers en latin et 200 vers en grec. Il les ressortira tout au long de sa vie. J'ai perdu ma force et ma vie, et ma jeunesse et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. S'il me reste quelque chose au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. Tout ça pour dire que le jeune Le Pen vit le début de l'occupation dans une certaine quiétude. Normal. Il a 13 ans. Mais il prend la guerre en pleine figure quand un dimanche d'août 42, un officier allemand vient toquer à la porte de la maison familiale. Vous vous souvenez que le père a été démobilisé. Il est redevenu patron pêcheur. Et ce jour-là, il a obtenu un Ausweis pour aller pêcher au large. Madame Le Pen? Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? La guerre, madame Le Pen. Grand malheur. Monsieur Le Pen, mort. Jean Le Pen et ses marins ont accroché quelque chose de lourd avec leur chalut. C'était une mine, une bombe de 500 kilos qui a fait exploser le bateau. Le père Le Pen est mort noyé. Un seul de ses matelots a survécu. Et on retrouve le corps du père 10 jours plus tard sur la place Saint-Gildas de Rhuys, à 60 km de la Trinité. Cette mine était-elle allemande, anglaise, française? On ne le saura jamais, en vérité. Mais dans la tête de Jean-Marie, ce sont les Allemands qui ont tué son père. Et du coup, en décembre 42, le jeune Jean-Marie Le Pen devient pupille de la nation. C'est écrit sur le papier du tribunal, la nation adopte le mineur. Et il est donc un enfant de la nation. Et l'air de rien, ça va beaucoup compter dans la maturation de son patriotisme. Et Jean-Marie Le Pen retourne chez les Jésuites, avec un bandeau noir autour du bras, signe qu'il est en deuil. Et c'est à l'internat qu'un matin de novembre 42, le préfet de discipline, autrement dit le surveillant général, vient faire une annonce au réfectoire. Les élèves se lèvent comme un seul homme, en silence. Messieurs, je vous annonce une grave et triste nouvelle. Ce matin à 5 heures, la flotte française s'est sabordée dans le port de Toulon. Les officiers français ont coulé les derniers navires pour ne pas qu'ils tombent dans les mains des Allemands qui étaient en train de prendre le contrôle de la zone libre. Pour le jeune Le Pen qui rêvait de commander un jour un navire de la Royale, le choc est rude. Et puis arrive le moment où les Allemands décident de réquisitionner son collège de jésuites. Et donc le collège doit se délocaliser sur une île dans le golfe du Morbihan. Et ça va tout changer, parce que les jésuites ne suivent pas. Ce sont des prêtres qui gèrent le nouveau collège. Et le jeune Le Pen les prend vite en grippe. Il ne leur obéit pas. Il est en train de devenir un adolescent réfractaire et, pour tout dire, ingérable. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant toute l'occupation, Jean-Marie est chez les Jésuites. Il a perdu son père en 42 qui a sauté sur une mine en remontant ses filets sur un chalutier au large de la Trinité. Jean-Marie Le Pen est donc devenu pupille de la nation. Et quand arrive le débarquement, il a 16 ans et dans son collège, il est devenu un adolescent indiscipliné qui cherche la castagne. Et dans
dans les ruelles de la Trinité, le bruit court que l'on mobilise une armée secrète pour donner un coup de main aux libérateurs. T'en es, Le Pen ? Bien sûr, j'en suis. Sauf que quand il en parle à sa mère, n'y pense même pas, Jean-Marie. Mais maman, je serai prudent. Je serai avec Léon, le matelot de papa. Je n'ai plus que toi, Jean-Marie. La guerre m'a déjà pris ton père. Alors tu n'y vas pas. Bon, c'est entendu. Je resterai avec toi. Mais la nuit venue, il se lève quand même sur la pointe des pieds. Il a rendez-vous à 4 heures du matin avec les autres. Et là, il se met à chercher son pantalon. Il peut le chercher. Sa mère, qui le connaît, lui a confisqué tous ses pantalons. Alors il ne peut pas rejoindre les autres. Mais ça n'est que partie remise. Car il a gardé au nez et à la barbe des Allemands toutes les armes de son père. Et notamment un pistolet 6,35. Il n'a qu'une idée. Il veut tuer un Allemand pour venger son père Jean. Et à la fin de l'été, les Allemands sont en train de plier bagages, ils viennent d'affaisser le drapeau sur la commandanture, Le Pen et 2 de ses copains, René et Albert, se sont planqués dans un coin. Et ils voient passer un soldat allemand seul. Le Pen tient son 6,35 au fond de sa poche. C'est bon les gars, on va se le faire. Le soldat est là, de dos, il ne peut pas le rater. Mais ça n'est pas si facile de tuer un homme. Et le jeune Jean-Marie se dégonfle. Désolé les gars, j'ai pas pu. Il ne vengera pas la mort de son père. Et puis vient le temps des fêtes de la libération et celle de l'épuration. Les femmes comptons parce qu'elles ont couché avec l'Allemand et les copains de son père qu'on envoie au cachot pour collaboration. Et qui décide de tout ça? Qui? Les tribunaux populaires, où règnent en maître les communistes. Et les communistes, le jeune Le Pen, ça le révulse. Les cocos qu'il connaît à la Trinité sont des poivreaux, des tireurs au cul, des qui battent leurs femmes. Les cocos, il les déteste. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des affiches à l'encre de Chine. Pseudo-patriotes, expliquez vos crimes. Et il va les placarder dans toute la ville. Et c'est pas signé, mais on l'a vu. Et le maire convoque sa maman. Madame Le Pen, nous aimerions savoir qui instrumentalise votre fils. Il roule pour qui, Jean-Marie? Mais pour personne, pardi. Il a fait ça tout seul dans ma cuisine, je l'ai vu, j'étais là. Nous n'avons aucun compte à vous rendre. Nous sommes les Le Pen. Laissez-nous tranquilles. Et c'est vrai que la famille a bonne réputation, et donc ils ne seront pas inquiétés. Un matin au lycée, le curé le fait venir dans son bureau. Mon enfant, préparez-vous à être courageux. Appelez Dieu à votre secours. Vous n'avez plus de maman. Votre maman est morte. Le jeune Le Pen saute alors sur son vélo, il pédale à toute vitesse vers la Trinité, il arrive chez lui, et là, il trouve sa mère dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. L'autre lui a raconté n'importe quoi, juste pour s'en débarrasser. Le Pen en gardera pour l'éternité une rancœur contre les curés. Il aura toujours de la tendresse pour les cathos traditionalistes, mais les curés, il ne leur pardonnera jamais. Et voilà. Je vous raconterai bien la suite, mais ça sera pour une autre fois. Son bachot à Paris, ses études de droit et la politique. Voilà donc pour ce récit que vous avez écouté d'un bout à l'autre, Jean-Marie Le Pen, sans moufter, comme on dit. J'ai l'impression que ça vous a touché de revivre tout ça. Oui, vous avez été très proche de la vérité. Il faut dire, je vois quelques petites, peut-être quelques petites remarques. D'abord sur le grand-père et la grand-mère, ils n'habitaient pas 2 maisons différentes, mais ils étaient à 1 mètre l'un de l'autre. Ils étaient à 2 portes face à face.
sans se parler pendant 25 ans. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis aussi la notation que les familles avaient une dizaine d'enfants. Non. Entre les deux guerres, c'est un signe justement de dépopulation. C'est que la plupart des familles n'avaient plus que 2 ou 1 enfant. Et c'est la mort, si vous voulez, de la dégradation démographique de la France et des problèmes que nous allons connaître aujourd'hui et demain. Un mot là-dessus, justement. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été fils unique, ça a pesé sur vous, sur votre caractère, sur votre manière d'aborder la vie? C'est sûr. Et ça, et surtout, le fait d'avoir été pupille de la nation. Parce que bien que ce soit pour beaucoup de gens une simple notation administrative délivrée par le tribunal civil, comme vous l'avez rappelé, eh bien, pour moi, ça a été quelque chose de très important, parce que j'ai pensé que la nation étant ma tutrice, j'étais un Français d'une catégorie différente, avec plus de droits et plus de devoirs que les autres. Et je pense que ça a contribué à m'orienter vers l'action publique, en quelque sorte, que je vais, d'ailleurs vous ne l'avez pas encore abordé, mais quand je vais arriver au quartier latin et que je serai étudiant en droit, je vais militer à l'association corporative, j'en serai finalement le président et un des dirigeants de l'UNEF et de l'AMNEF, etc. C'est le début de mon action publique, en quelque sorte, c'est vrai. Vous avez un peu schématiquement, mais quand même bien résumé, somme toute l'histoire de la guerre, en rappelant même que les velléités patriotiques ont buté sur un échec et sur le sentiment que j'ai eu assez hostile aux bravaches qui faisaient la loi après la libération, alors qu'on ne les avait pas tellement vus manifester contre les Allemands pendant la guerre. On va reprendre tout ça point par point tout à l'heure, mais je reste sur ma question de l'enfant unique. On dit toujours que les enfants uniques sont un peu les rois du monde, les rois dans le regard de leurs parents, que ce sont des enfants gâtés. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé ou pas? Sûrement. D'autant que ma situation tranchait sur celle de mes petits camarades, qui étaient généralement qui avaient moins de ressources que ne l'avait mon père, qui gagnait bien sa vie comme patron pêcheur. Et moi, j'avais des jouets, j'avais des jeux de construction, etc. Toutes choses qui d'ailleurs, évidemment, pour des copains qui n'avaient qu'une orange dans leur sabot, représentaient un élément d'attraction et faisaient de moi un petit chef. Mais c'est vrai que votre père, par exemple, avait tendance à tout vous passer, de la même manière qu'il va vous passer ce passage à l'école communale, qu'il n'avait pas souhaité au départ. Il aurait préféré vous voir à la catholique, mais il dit puisqu'il a choisi ça à 8 ans. Oui, non mais c'est vrai, mais seulement n'oubliez pas une chose, c'est que mon père n'est pas là la plupart du temps, il est en mer. Et donc l'éducation, ce sont les mamans qui la font. Et donc il n'y a pas de divergence fondamentale entre eux, c'est un couple qui s'aime, qui chante, voilà. Mais mon père n'est pas souvent là. Et par conséquent, c'est ma mère qui va m'orienter. Et c'est vrai que le fait d'être seul, on est un peu le centre du monde, un peu enfant gâté par rapport à mes camarades, c'est vrai, et par là même exerçant une attraction sociale, dirais-je. Et puis, j'ai quand même toujours été à la recherche d'une fratrie que je n'avais pas, et ce qui m'a fait presque toute ma vie être un peu un chef de bande. Vos copains étaient vos frères, quoi. Mais ça participe aussi du charisme personnel, de l'influence qu'on exerce à partir de l'idée qu'on a de soi-même, bien sûr, ça joue un rôle. À lire le début de vos mémoires, l'histoire de votre enfance, on se dit que votre grand-père a presque plus pesé que votre père dans votre esprit, Pierre. Oui, parce que le grand-père venait le soir à la maison. J'étais l'aîné des petits-enfants, donc il était assez fier de moi. Et c'est lui qui me racontait la guerre, qui me racontait aussi les légendes, parce que cette Bretagne-là était une Bretagne analphabète. Mon grand-père et ma grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Ce qui était le cas d'ailleurs des Français au XVIIe siècle, au moment de Bossuet, de la Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau.
eh bien la majorité des Français ne savent ni lire ni écrire. Ils ont une expression orale. Et c'était le cas de la plupart des Bretons, avec une capacité évidemment d'évocation personnelle assez grande, ce qui était le cas du grand-père. Et je voudrais qu'on parle de ce moment où vous choisissez, vous avez 8 ans, c'est étonnant dans ces années-là qu'un enfant de 8 ans ait cette autonomie. Vous choisissez de suivre les copains à la communale alors que votre mère souhaitait que vous soyez chez les curés. Alors vous avez la chance de tomber sur un maître patriote. Vous auriez pu tomber sur un socialiste en 36. C'était un socialiste d'ailleurs. Mais voyez-vous, il faut ne pas oublier qu'il y a à ce moment-là, il y a des écoles de garçons et des écoles de filles, des écoles libres catholiques et des écoles laïques républicaines, si j'ose dire. Et ce n'est pas une hostilité qui me pousse à partir, à quitter l'école. C'est que l'école laïque libre, c'est-à-dire que elle est tenue par le vicaire. Or, le vicaire a des tâches, comment dirais-je, professionnelles, ecclésiastiques. Des enterrements. Et la moitié du temps, il n'est pas là. Il cède la direction de la surveillance du cours aux plus âgés d'entre nous. Et ce que je me raconte, mes copains qui sont à l'école laïque, c'est que ils apprennent beaucoup plus de choses. Et donc, je suis attiré avec ce copain, je vais à l'école laïque. Et c'est vrai que le père Ponchat, c'est quelqu'un avec lequel j'ai gardé de bonnes relations. C'était un socialiste d'avant-guerre, mais un patriote. Et vous avez en effet m'avait fait chanter la chanson que nous chantions parce qu'il s'accompagnait au violon. À ce moment-là, les instituteurs jouaient du violon et il avait 48 élèves, 4 divisions de 12 élèves, et tout ça marchait, j'aime autant vous dire, il fallait à la baguette, parce que s'il y avait eu la moindre indiscipline, l'enseignement n'était pas possible. Ça allait jusqu'au certificat d'études, et je tiens à dire que beaucoup de bacheliers d'aujourd'hui ne passeraient pas le certificat d'études de cette époque. Alors pour rester au chapitre scolaire, au collège, vous allez chez les jésuites. Et puis bon, j'ai raconté que les hasards de la guerre font que votre collège est réquisitionné par les Allemands, et que donc votre collège va se poursuivre ailleurs, et que les jésuites ne suivent pas, et que ce sont les curés du diocésain, les curés du... C'est un autre collège, en fait, c'est le lycée, c'est le collège Saint-Louis de Lorient, qui est réfugié dans l'île idyllique de Berdère, dans le golfe du Morbihan. Là, la page des jésuites est tournée. Mais alors, quelle différence est-ce que vous faites entre les jésuites et les curés diocésains qui vont tenter d'être vos professeurs après? C'est tout à fait différent. Et d'abord, il faut dire qu'à l'époque, les professeurs sont des gens relativement âgés, puisque la plupart des gens en âge de combattre sont prisonniers de guerre. N'oubliez pas qu'il y a près de 2 millions de prisonniers de guerre, que c'est un des handicaps qui pèsera sur la vie française, sur la vie nationale. C'est la possibilité d'un chantage permanent de l'occupant sur la sécurité des prisonniers, qui réduira très évidemment les capacités de liberté du gouvernement français. Mais les curés, ils sont quoi, moins brillants intellectuellement? Oui, il n'y a pas de comparaison, c'est un autre monde. Le collège Saint-François-Xavier de Vannes, c'était une espèce de modèle, comment dirais-je, pédagogique. C'était une longue expérience, une force et une obligation de travail considérable. Nous avions 7 heures de cours par jour, plus les études, avec un sentiment qui était exalté d'émulation entre les élèves, de volonté de succès, de réussite. Et puis surtout, j'ai une anecdote qui montre la liberté des jésuites à l'égard des parents. Les parents d'un ami viennent pour le voir de Rennes. C'était un exploit de venir de Rennes à Vannes, et ils disent, on va pour voir notre fils. Vous ne pourrez pas le voir, il est en retenue.
Oh, mais enfin, écoutez, nous venons de Rennes. Il dit, oui, vous pouvez même le ramener avec vous, si vous voulez. Alors, pour parler des curés, quand même, il y a ce passage abominable de ce prêtre qui, pour se débarrasser de vous, pour que vous quittiez cet établissement où vous semez un peu la zizanie, vous annonce la mort de votre mère. Oui, absolument. Vous ne l'avez jamais pardonné, au curé en général. Ah oui, ça a été une rupture, pas seulement au curé, même avec la religion. J'ai été traumatisé par ce mensonge scandaleux, et qui était non pas le fait d'un seul curé, mais un peu de l'état-major du collège qui s'est dit, comment se débarrasser de ce trublion, faisons comme ça. Oh, c'était plus de bêtises que de méchanceté sans doute, mais je dois dire que ça a été tellement fort que ma maman, qui était une pieuse dame qui allait à la messe le matin et l'après-midi au cimetière, en a été tellement choquée que quand un jeune curé est venu pour expliquer la manœuvre, elle l'a flanqué à la porte, elle n'a même pas voulu l'écouter. Mais ça explique que toute votre carrière, vous n'ayez jamais vraiment été du côté de l'Église catholique, même traditionnaliste au fond, vous les avez regardés de loin. Oh non, je me sens de cette civilisation-là, non, j'ai des relations cordiales avec les catholiques, mais c'est vrai que les chrétiens progressistes se sont inscrits d'entrée dans mes adversaires, et je les ai considérés comme tels, très souvent alliés aux communistes, d'ailleurs notamment au quartier latin, et donc il y avait là une ligne de fracture qui est certaine, et sur le plan si vous voulez, de la pratique religieuse, ça a été un petit peu une rupture pour moi. Je l'ai raconté, vous êtes tout gamin, vous avez 12 ans, et en 40, vous choisissez le maréchal Pétain. Et quand on lit ce récit de votre part, on se dit il était à deux doigts de choisir de Gaulle. Il n'y a pas plus de raison. À ce moment-là, vous aurez des comptes à régler avec le général de Gaulle plus tard, pendant la guerre d'Algérie, mais à ce moment-là, vous auriez pu choisir de Gaulle. Oui, bien absolument. Et de Gaulle était tout à fait inconnu du grand public. Il faut se souvenir que ce monde est un monde dominé par la pensée ancien combattant de 14, prisonnier de guerre de 39-45. Et combattant, le maréchal Pétain est une image de premier plan. C'est le vainqueur de Verdun. Et tout à fait évidemment, il a un prestige considérable qu'il conservera d'ailleurs, y compris jusqu'à la fin de la guerre, et même après la rupture de l'armistice en 42, puisqu'en 42, les Allemands occupent l'ensemble du territoire national et rompent en quelque sorte les accords d'armistice. Mais il faut constater tout de même que si on compare le sort des populations des deux pays qui ont été occupés par l'armée allemande, eh bien, le pays qui avait un gouvernement, c'est-à-dire celui de Vichy, a été moins maltraité que l'ont été les gens en Pologne, en Pays-Bas et des pays comme cela. Mais finalement, avec du recul, compte tenu de votre patriotisme, De Gaulle collait plus à vos idées. Oui, mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'était plus difficile de résister à l'occupant en métropole qu'à Londres. C'était quand même relativement plus facile à l'étranger. Et de cela, nous étions très conscients qu'ils devions faire face tous les jours, qu'ils étions conscients du fait qu'il fallait nourrir, faire travailler 40 millions de Français qui étaient sous la botte d'1 million d'occupants. Il y avait à peu près 1 million de soldats allemands en France à ce moment-là, en guerre, je le rappelle, dont les populations et les civils étaient bombardés et qui n'avaient pas de tendresse particulière à l'égard des vaincus que nous étions. Le problème était de sauvegarder à tout prix la substance française. Ce n'était pas simple, et ça, c'est justifié, selon moi, une très grande indulgence à l'égard des politiques qui ont pu être contestées que menait le gouvernement français. Et j'ai été profondément choqué du fait que, après la guerre, le maréchal Pétain a été condamné à mort et que le général de Gaulle l'a laissé mourir en prison, a fait fusiller des gens, a laissé fusiller ou refuser la grâce de gens comme Brasillac, ou de gens, au lieu d'être ce que j'espérais qu'il soit, comme le colonel Rémy, grand résistant l'espérait aussi, le rassembleur des Français après la guerre, dans la théorie du bouclier qu'aurait été le maréchal et de l'épée qu'était le général.
général de Gaulle. Les Allemands, alors une fois de plus, c'est un regard d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maturation politique complète, mais vous laissez entendre que les Allemands vous fascinent en partie. Non, ça, à la vérité, il n'y a pas de il n'y a pas de collaboration humaine entre les deux, entre les occupants et les occupés chez moi. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, à la manière du héros du Stendhal, n'est-ce pas? Je ne parle que de ce que j'ai vu. Les Allemands étaient contraints par une rigoureuse discipline qui nous tenait à l'abri quand même des excès personnels que peuvent commettre des gens armés qui ont envie de faire un certain nombre de choses. Et ils étaient aussi sévères pour leurs propres troupes qu'ils ne l'étaient pour bien sûr, à la fin de la guerre, et en particulier en utilisant des troupes qu'on appelait les Géorgiens, c'était des prisonniers russes embauchés dans l'armée allemande qui n'avaient pas les mêmes traditions ni la même discipline. C'était un peu différent. Ils étaient chargés de la lutte contre les maquis, et il y a eu là un certain nombre d'excès très terribles, mais qui n'étaient pas spécifiquement le cas de l'armée allemande, laquelle se présentait toujours d'une manière assez rigoureuse. C'est ça qui vous plaisait? C'est pas qui me plaisait, c'est ce que je constate. C'est vrai qu'à côté du spectacle malheureux de la débâcle française en 1940, la discipline et l'allure en quelque sorte aussi bien d'ailleurs de l'armée que de la marine, parce qu'il y avait beaucoup de marines, et les marins, vous savez comme moi, sont comme les aviateurs. Si on ne les tue pas tout de suite, ils ont la même allure à la fin de la guerre qu'au début. Ce qui n'est pas le cas de l'armée de terre, dont on a vu progressivement les unités, à la fois composées de gens de plus en plus vieux, de plus en plus jeunes, et de plus en plus dépenaillés, il faut dire. Vous n'êtes pas parvenu à tuer un Allemand? Non, je m'étais juré de le faire, et je dois dire que j'avais quand même à la fois tiré de la morale chrétienne et aussi de celle des bandes dessinées, le fait qu'on tue des cow-boys, si vous voulez, qu'on tue pas quelqu'un dans le dos, quelqu'un qui ne vous menace pas. Et quand je suis cet homme avec la main sur mon pistolet, avec le désir de le tuer, il a l'arme à la bretelle et il marche dans la nuit. Et s'il se retourne, s'il prend son arme, je tirerai sûrement à tout risque, parce que il est bien évident que si je tue cet homme-là, les représailles peuvent être terribles. Il y a en rade de la Trinité, je crois, 2 ou 3 destroyers, et il peut être un déluge de tirs d'artillerie sur la ville, on ne sait pas. Mais ça aurait peut-être fait de moi un héros de la résistance, peut-être un héros mort d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, au bout de 200 mètres, je n'ai pas le courage de le tuer, voilà, et je me dégonfle. Je regrette pas maintenant de ne pas l'avoir tué. J'allais vous poser la question. Vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir tué? Non. Vous êtes content de ne pas avoir cette mort sur la conscience? Oui, absolument, et surtout des conséquences absolument dramatiques qui auraient pu découler de la mort de cet homme. Oui. Et puis il donnait un avertissement de protection en quelque sorte. Ça me choque. Oui, voilà, cet homme marchait et disait, je l'ai pas raconté. Attention, 5 minutes, attention. Donc il allait faire exploser le matériel. Ils ont fait exploser le pont. Un grand pont Eiffel qui est tombé, le quai, un certain nombre de bateaux dans le port. Il y avait une atmosphère très chaude, si j'ose dire. Une petite scène pour terminer. Vous aviez donc dans votre grenier 8 gravures de Jeanne d'Arc que vous conserviez comme des reliques. D'où elles venaient? Oui, elles venaient peut-être, je ne sais pas, vous savez que l'illustration avait des hors-textes. Oui. Et il n'est pas impossible que ça vienne d'un numéro qui était spécialement consacré à Jeanne d'Arc, qui était un personnage de l'entre-deux-guerres, particulièrement exalté par la... Et c'est donc là qu'est née votre passion pour Jeanne d'Arc? Oui, entre autres, mais c'est le personnage le plus extraordinaire de l'histoire de France, faut reconnaître, le plus attachant aussi, parce que c'est non seulement un combattant, un général victorieux, mais c'est aussi un martyr qui va mourir brûlé vif, en quelque sorte, par les Anglais. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen, d'avoir passé cette heure avec nous.